Un véhicule sous-marin télécommandé, l'Okeanos Explorer, a découvert cette mystérieuse sphère dorée dans le golfe d'Alaska, à environ 3000 mètres de profondeur. Personne ne peut identifier précisément cet objet. Il s'agit d'une étrange structure d'un peu plus de 10 cm de diamètre, solidement ancrée à une roche. Au toucher, elle est lisse et douce, évoquant la texture de la peau. Un trou est visible à sa surface, comme si quelque chose s'en était échappé. Mais de quoi pourrait-il s'agir? Les plongeurs ont récupéré cette sphère énigmatique dans l'océan Pacifique et l'ont rapportée au laboratoire. Ils se sont sentis comme au début d'un film d'horreur, convaincus que s'ils touchaient cet objet, quelque chose allait leur bondir dessus. Cela aurait pu se produire s'ils l'avaient récupéré plus tôt. Le trou visible sur cette orbe suggère qu'un être vivant a tenté d'y entrer ou d'en sortir. C'est pour cette raison que les scientifiques émettent l'hypothèse qu'il s'agirait d'un œuf. Peut-être avons-nous découvert une nouvelle espèce, ou un stade de développement inconnu d'une espèce déjà répertoriée. Certaines créatures, comme les calmars, pondent effectivement leurs œufs au fond de l'océan. Si tel est le cas, ces animaux pourraient être d'une taille colossale, car cet œuf est particulièrement grand. Mais ce n'est peut-être pas un œuf. Ce pourrait tout aussi bien être une éponge. L'objet a été découvert entouré de coraux blancs, un environnement où les éponges vivent fréquemment. Quelques mois avant cette découverte, des scientifiques avaient déjà identifié plus de 5000 nouvelles espèces marines, dans une zone restreinte située entre Hawaï et le Mexique. Quant au golfe d'Alaska, il abrite 52 autres espèces, sans compter celles qu'il reste encore à découvrir. Il est donc possible que ce soit simplement une éponge encore inconnue, ou même un corail, voire une toute autre créature. Ce que les scientifiques savent avec certitude, c'est que cet objet est un organisme vivant. Ils prévoient de le transférer dans un laboratoire plus avancé, afin de réaliser des tests ADN pour en apprendre davantage. Et ce n'est certainement pas la première découverte effrayante issue des profondeurs océaniques. En 2013, 2 locomotives rares ont été découvertes sous près de 27 mètres d'eau, au large des côtes du New Jersey. Les scientifiques estiment que ces locomotives ont été perdues dans les années 1850. Pour des machines immergées depuis plus de 160 ans, elles sont remarquablement bien conservées. Malgré les couches de rouille et les bigorneaux, leurs cheminées sont encore visibles. Elles reposent à la verticale, comme prêtes à entrer en gare à tout moment. L'origine de ces locomotives demeure un mystère. Aucun document historique ne mentionne leur construction ou leur disparition, rendant leur découverte d'autant plus énigmatique. Ces locomotives à vapeur, extrêmement rares, pèsent environ 15 tonnes chacune et reposent à 8 km de Long Branch. Ces modèles de moteurs étaient déjà obsolètes au moment de leur fabrication. Bien que petits et puissants, ils n'ont été produits que durant une courte période. Peut-être faisaient-elles route de Boston vers la région du Mid-Atlantique avant qu'une tempête ne survienne, les faisant soit tomber d'une barge, soit être larguées volontairement à la mer pour alléger le navire. Les scientifiques projettent de restaurer ces locomotives afin d'en apprendre davantage sur leur histoire. Et ce ne sont pas les seuls trésors que l'humanité ait abandonnés dans les profondeurs. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a localisé les moteurs F1 de la fusée d'Apollo 11 dans l'océan. Lors de la mission Apollo 11 en 1969, la fusée Saturn V s'est appuyée sur 5 moteurs F1 lors de sa première phase de lancement. Chacun de ces moteurs développait une poussée de 680 tonnes. Il consommait 2,7 tonnes de carburant par seconde, soit 1,5 million de fois plus qu'une voiture standard. Après quelques minutes de fonctionnement, les moteurs se sont détachés et ont plongé dans l'océan Atlantique. Inspiré par cette histoire, Jeff Bezos s'est lancé à la recherche de ces moteurs il y a environ 1 an. L'équipe a utilisé un sonar de haute technologie pour explorer les fonds marins et a fini par localiser les moteurs à plus de 4200 mètres de profondeur. Les scientifiques ignorent dans quel état se trouvent les moteurs. Après un impact brutal avec l'océan et plus de 40 ans passés dans l'eau salée, leur condition est incertaine. Cependant, construits avec des matériaux extrêmement résistants, ils espèrent encore pouvoir les étudier. Bezos aimerait idéalement les récupérer. Bien qu'ils appartiennent toujours à la NASA, il souhaiterait les voir exposés dans des musées tels que le Smithsonian ou le Museum of Flight de Seattle. Pouvez-vous imaginer découvrir la célèbre route de briques jaunes du magicien d'Oz au fond de l'océan?
Cela ressemble à une route artificielle, mais étonnamment, c'est une formation volcanique naturelle. Des plongeurs explorèrent des monts sous-marins volcaniques à Hawaï et voulaient examiner une bifurcation dans la chaîne de ces montagnes océaniques. En retransmettant leur expédition en direct, ils sont tombés sur un spectacle fascinant. Des fissures sur le fond marin qui formaient un motif évoquant une route pavée. Avec l'aide d'un bras robotisé, ils ont collecté des échantillons de roches. Ces roches étaient constituées de blocs rectangulaires, bien délimités par des lignes droites et des angles droits. Certains ont plaisanté en disant que cela pourrait être la route menant à l'Atlantide, tandis que d'autres ont évoqué la route de briques jaunes, donnant ainsi son nom à la découverte. Cependant, après une étude plus approfondie, les scientifiques ont déterminé que ce lit de lac asséché avait été façonné par d'anciennes éruptions volcaniques particulièrement intenses. Il s'agit en réalité de hyaloclastites fracturées. Sous l'effet des cycles de réchauffement et de refroidissement causés par les éruptions, ces volcans ont créé ce motif pavé unique. Le 20 juin 2011, l'équipe de plongée Oceanics a fait une découverte des plus étranges. Alors qu'elle cherchait des trésors dans le nord de la mer Baltique, dans le golfe de Botnie, elle est tombée sur une anomalie. Surnommée l'anomalie de la mer Baltique, cette formation paraît aussi bizarre qu'artificielle. Elle mesure près de 60 mètres de large et ressemble à un champignon s'élevant entre 3 et 4 mètres du fond marin. Sa forme discoïde est impressionnante, couvrant une surface équivalente à 2 terrains de football. Sa partie principale est marquée par des bords rectilignes et des structures ressemblant à des boîtes. Sa surface supérieure présente des fissures remplies d'un matériau noir inconnu, mais étonnamment, cet objet n'est pas composé de métal. L'objet repose à environ 90 mètres de profondeur dans les eaux du Golfe, et le grand mystère reste de comprendre pourquoi il se trouve à cet endroit. Cette découverte a véritablement créé l'effervescence dans les médias. Certains ont même suggéré qu'il pourrait s'agir d'un vaisseau extraterrestre immergé, des ruines de l'Atlantide, ou encore d'un portail vers un autre monde. Ces hypothèses ont gagné en crédibilité lorsque des plateformes étranges, ressemblant à des pavés, ont été découvertes autour de l'objet, donnant l'impression d'un escalier. De plus, les explorateurs ont rapporté que leurs équipements électriques, tels que les sonars et les téléphones satellitaires, cessèrent de fonctionner à proximité de cette structure. Et ces témoignages ne sont pas isolés. Des chercheurs issus de différents instituts ont confirmé ces anomalies. Cependant, la majorité des scientifiques pensent qu'il s'agit probablement d'une formation géologique naturelle, malgré son apparence inhabituelle. Ils peinent cependant à expliquer précisément de quoi il s'agit. Plusieurs théories ont été avancées. Une formation liée à la culture humaine, un dépôt datant de l'âge de glace, le résultat d'une activité volcanique, etc. Il est même possible que ce soit les restes d'un astéroïde ayant frappé le fond de l'océan il y a des millénaires. Pourtant, aucune de ces théories n'explique les dysfonctionnements électroniques observés à proximité de l'anomalie. Peut-être la vérité sera-t-elle révélée un jour? Mais qu'en est-il des technologies héritées d'époques encore plus reculées? Ce dispositif étrange est souvent considéré comme le premier ordinateur analogique connu. On l'appelle le mécanisme d'Anticythère. On a découvert ce mécanisme en 1901 près de l'île grecque du même nom, et il pourrait dater de 87 avant notre ère. On l'a retrouvé dans l'épave d'un navire, et malgré son âge, il était en excellent état. Ce mécanisme était d'une complexité remarquable, car des machines aussi sophistiquées n'ont pas refait surface avant le XIVe siècle. Il y avait également une masse mystérieuse parmi les découvertes. Lorsqu'on l'a fragmenté, on a trouvé des inscriptions à l'intérieur. À cause de la corrosion, elles étaient difficiles à lire, mais grâce aux rayons X, elles ont pu être déchiffrées. Il s'agissait d'instructions expliquant exactement comment utiliser le mécanisme. Un véritable trésor pour les archéologues. Il s'est donc avéré que cet appareil servait à prédire les positions astronomiques et les éclipses plusieurs décennies à l'avance. Les savants de l'époque utilisaient cet ordinateur pour suivre le cycle quadriennal des anciens Jeux olympiques. Le mécanisme comportait une structure complexe de 37 engrenages en bronze, lesquels suivaient les mouvements des objets célestes. Mais au moins ici, nous savons que ce dispositif a bien été fabriqué par l'homme, n'est-ce pas? Supposons que tout le monde soit d'accord et que tous les pays commencent à investir des milliards de dollars dans ce projet, celui de coloniser le fond des océans. La question, c'est pourquoi aurions-nous besoin de cela? Probablement pour la même raison qui sous-tend l'éventuelle colonisation de Mars, pour sauver la Terre de la surpopulation. Pourquoi irions-nous nous installer sur la planète rouge si nous pouvons tout aussi bien vivre sous l'eau? Ça coûte moins cher, c'est moins dangereux et surtout ce n'est pas très loin de chez nous.
Nul besoin de s'enfermer dans des capsules cryogéniques pendant des années pour se réveiller à des centaines de millions de kilomètres de sa planète. Il est beaucoup plus pratique de prendre l'ascenseur pour descendre dans une ville sous-marine et profiter des magnifiques paysages aquatiques. En outre, la vie sur Mars pourrait nous causer de graves problèmes psychologiques, panique, stress, etc. Que faire quand on se rend compte qu'on ne pourra plus jamais rentrer chez soi? Mieux vaut vivre sous des millions de tonnes d'eau salée. Une très bonne raison de choisir cette option, c'est que nous avons besoin de davantage de ressources. La Terre compte actuellement environ 8 milliards d'habitants. Certains experts pensent que lorsque ce nombre atteindra 10 milliards, le monde commencera à manquer de nourriture, d'eau douce et de carburant. L'agriculture et les autres industries ne parviendront tout simplement pas à se développer aussi rapidement. Les ressources s'épuiseront et les gens devront trouver une solution pour survivre. La colonisation des océans est une solution idéale à ce problème. Tout d'abord, nous disposons de très peu d'informations sur l'océan. Nous avons beaucoup mieux étudié l'espace que le fond des mers de notre propre planète. Il est fort probable que d'immenses réserves de carburant soient cachées sous les fonds marins. Deuxièmement, il est possible de réduire la charge de notre planète d'environ 50% si nous nous installons dans l'océan. Troisièmement, il n'y aurait aucun problème de logistique. L'acheminement de la nourriture, de l'équipement nécessaire et des matériaux de construction ne prendrait que quelques heures. Et si quelque chose s'abîmait en cours de route, nous n'aurions qu'à remonter rapidement à la surface pour le remplacer. Envoyer des objets sur Mars est beaucoup plus complexe et coûteux. Imaginez qu'à mi-chemin, à des millions de kilomètres de la Terre, un appareil tombe en panne dans le vaisseau spatial qui transporte les provisions. Il faudrait alors attendre plusieurs années avant une nouvelle livraison. Mais surtout, coloniser les océans, ce serait se prémunir contre les catastrophes et les cataclysmes naturels. Éruptions volcaniques, hivers radioactifs, tremblements de terre, tornades et inondations. Nous pouvons facilement survivre à n'importe quel désastre sous l'eau. Oui, il y a aussi des volcans au fond des océans, mais les conséquences de leurs éruptions ne sont pas si dramatiques. L'eau refroidit immédiatement la lave et empêche les cendres de se répandre. Nous ne souffririons plus jamais des ravages causés par les incendies. Plus de forêts brûlées, ni d'air pollué. Et à propos d'air, il y a beaucoup d'oxygène dans l'océan. Plus de la moitié des réserves d'oxygène de la planète sont reconstituées par la mer grâce aux algues et au phytoplancton. Ne vous inquiétez donc pas. Nous pourrons très bien respirer. Le tout est de savoir comment le faire sous l'eau. Lorsque l'humanité décidera de franchir cette étape et de commencer à coloniser l'océan, nous devrons d'abord adapter notre corps aux hautes pressions. C'est ce qu'on appelle la plongée à saturation. Avant de descendre dans les profondeurs, vous devez inhaler de l'air comprimé. L'azote et l'oxygène se dissolvent rapidement dans votre sang et exercent une pression sur votre corps de l'intérieur. Dans le même temps, l'eau exerce une pression sur votre corps depuis l'extérieur. En termes simples, votre corps trouve un équilibre et vous ne vous sentez pas malade. Les plongeurs utilisent cette méthode lorsqu'ils explorent les fonds marins. Par conséquent, lorsque les hommes commenceront à coloniser l'océan, ils plongeront équipés de bouteilles d'air comprimé et de masques à oxygène. La règle principale est de remonter lentement à la surface. Vous devez attendre que l'air comprimé se dissipe complètement dans votre corps. Si vous remontez trop vite, vous ressentirez une pression intense à l'intérieur de votre corps. L'azote se répandra dans vos veines comme les bulles d'une boisson gazeuse secouée énergiquement. Après nous être adaptés, nous commencerons à construire des villes, des routes et des stations qui nous permettront de transporter les gens des fonds marins à la terre ferme et vice-versa. Cela ne devrait pas être trop difficile, car nous disposons déjà des technologies nécessaires à un mode de vie subaquatique. Bienvenue à l'Aquarius Reef Base, situé dans le sanctuaire marin national des Keys de Floride. Il s'agit d'un petit laboratoire où 6 personnes peuvent vivre pendant 10 jours. Les scientifiques qui y travaillent étudient les récifs coralliens, les plantes marines et les poissons. Le laboratoire n'a pas l'air moderne. Il ressemble à un bathyscaphe rouillé, envahi de coquillages et d'autres objets sous-marins. Pour créer des bâtiments plus beaux, les gens auront besoin de nouvelles technologies de construction sous-marine. Imaginons donc que la colonisation mondiale ait commencé. Les ingénieurs utilisent des métaux inoxydables durables et d'autres matériaux capables de résister à de fortes pressions. À l'aide de monte-charges, ils descendent au fond de l'eau tout ce qui est nécessaire à la construction à grande échelle. Des stations, équipées de ce type de dispositif, apparaissent dans toutes les mers et tous les océans. Les ouvriers construisent, sur la terre ferme,
d'immenses ouvrages sous-marins que de grands navires acheminent ensuite vers les stations. De là, on les descend, et des plongeurs aidés par des robots installent maisons et autres installations au fond de l'océan. Chaque bâtiment est une sorte de sous-marin géant avec de nombreux appartements. De l'intérieur, ils ont l'air ordinaires, à l'exception du paysage que l'on peut admirer depuis sa fenêtre. Pour réduire les émissions de déchets, les ingénieurs construisent dans chaque ville d'énormes capsules de traitement par haute pression. Mais les gens continuent à vouloir vivre près des côtes, afin de pouvoir avoir facilement accès à la terre ferme. Cela entraîne malheureusement des problèmes de pollution dans ces zones. On construit donc des tunnels reliant les stations à la terre. À l'intérieur, des trains à grande vitesse circulent. C'est un peu comme un métro sous-marin, mais beaucoup plus rapide que ceux que nous connaissons aujourd'hui. À présent, les gens peuvent s'éloigner des rivages et partent vivre dans un environnement plus propre. Une fois les grands travaux terminés, l'humanité peut commencer à vivre plus confortablement dans les villes sous-marines. Les scientifiques créent des filtres permettant de purifier rapidement l'eau de mer. Et tout le monde dispose d'un robinet qui prélève l'eau directement dans l'océan et la transforme en eau douce. Les constructeurs installent également des filtres capables d'extraire l'oxygène de l'eau. Les électriciens créent des moulins sous-marins pour produire de l'énergie. Pour sortir de chez soi, il faut enfiler un scaphandre et des bouteilles d'air comprimé et passer par un sas. Les gens nagent entre les bâtiments et se parlent par radio. Pour que l'on circule rapidement, les constructeurs automobiles produisent de petits bathyscaphes pourvus de cabines verrouillées et de puissants systèmes d'hélices. Enfin, les ingénieurs créent de grands dômes où l'on peut se promener et respirer de l'air frais, comme sur la terre ferme. Les grandes marques de vêtements développent des combinaisons de plongée à la mode et des accessoires pratiques pour se déplacer confortablement sous l'eau. Par exemple, vous pouvez attacher une petite chaufferette à vos vêtements pour ne pas avoir froid lorsque vous nagez. Vous pouvez également enfiler des palmes plus larges sur lesquelles sont gravés les logos de vos marques préférées. Pour rendre ce mode de vie aussi confortable que possible, les scientifiques et les biologistes créent des masques qui fonctionnent comme des branchies et fournissent aux gens l'oxygène dont ils ont besoin. Au fil du temps, l'exposition constante à des pressions élevées modifie la physiologie de l'être humain. Dans l'eau, nous devons faire plus d'efforts pour bouger. Les personnes qui sortent souvent de chez elles perdent beaucoup de calories. Elles deviennent plus minces et leurs muscles se renforcent. Regardez les champions olympiques de natation. Aujourd'hui, presque tous les citoyens sous-marins ressemblent à ces athlètes. La température de notre corps diminue et l'évolution nous transforme lentement en créatures à sang froid. Le manque de soleil rend notre peau plus pâle et nous commençons à ressembler à des amphibiens. Nous en apprenons davantage sur les créatures des grands fonds, comme le calmar géant et d'autres monstres. Presque chaque mois, les scientifiques découvrent de nouvelles espèces. Mais en même temps, de nombreuses espèces de poissons disparaissent à cause de l'activité humaine dans l'océan. L'extraction des ressources naturelles des fonds marins pollue fortement l'environnement aquatique. Pour réduire la charge sur la planète, les hommes décident de coloniser le ciel. Mais nous aborderons ce sujet dans une autre vidéo. En 2017, un objet étrange a été repéré dans notre système solaire. Il avait une forme oblongue, un peu semblable à une crêpe. Aucun des astéroïdes ou comètes que nous ayons jamais observés ne ressemble à ça. Sa surface était également singulière. Elle était au moins 10 fois plus réfléchissante que la moyenne des objets dérivant dans l'espace. Certains ont affirmé qu'il avait une enveloppe comparable à du métal poli. Quand il est passé près du Soleil et s'est éloigné de notre orbite, il a accéléré au-delà de ce que notre gravité suffirait à expliquer. À première vue, on aurait dit que cette chose avait une fusée attachée dans le dos. Ce visiteur inhabituel a même reçu son propre nom, Oumuamua. Il nous vient de la langue hawaïenne et se traduit par éclaireur ou visiteur d'une terre lointaine. Et en raison de ces caractéristiques, les scientifiques n'ont pas tardé à se demander si c'était enfin la visite d'un peuple extraterrestre. Avant de se lancer à corps perdu dans des hypothèses de science-fiction, les astronomes ont d'abord rassemblé les informations dont ils étaient sûrs. À commencer par le fait qu'Oumuamua devait provenir d'un autre système solaire. Un événement imprévu dans son système d'origine a probablement conduit à son éjection. Ce qu'on ne savait pas, c'est s'il s'agissait d'une comète ou d'un astéroïde. Ce sont tous deux des objets célestes orbitant autour d'un soleil. Mais ils ont des compositions et des comportements radicalement distincts.
Les comètes sont principalement composées de glace, de poussière et de roches, et sont parfois appelées des boules de neige sales. Lorsqu'une comète s'approche du Soleil, la chaleur provoque la vaporisation de la glace, libérant du gaz et des particules de poussière dans l'espace. Cela crée une queue lumineuse et scintillante qui peut s'étendre sur des millions de kilomètres. Les comètes présentent généralement une orbite elliptique, les emmenant souvent des confins les plus éloignés du système solaire, au plus près du Soleil. Les astéroïdes, pour leur part, sont principalement composés de roches et de métaux. Dans notre voisinage immédiat, ils sont les vestiges de la formation du système solaire et se retrouvent généralement dans la ceinture d'astéroïdes qui s'étend entre Mars et Jupiter. Contrairement aux comètes, les astéroïdes n'abordent pas de queue lorsqu'ils s'approchent du Soleil, car ils n'ont pas de glace. Leurs orbites suivent généralement une trajectoire plus circulaire par rapport aux comètes. Selon toute vraisemblance, Oumuamua devrait être une comète, car il semble provenir d'un endroit différent de l'univers. Pourtant, il ne présente pas les signes typiques d'une activité cométaire. Attendez une minute. Le cométaire se passe-t-il de commentaires? À vous de voir. Oumuamua ne possède pas de queue et ne recrache pas de gaz lors de son passage, contrairement à moi. Quoiqu'il se comporte plutôt comme une comète, il ressemble davantage à un astéroïde. Une autre grande question est comment les scientifiques ont bien pu parvenir à repérer Oumuamua en premier lieu. Compte tenu de l'immensité de l'espace-temps, c'est tout à fait remarquable. Les étoiles ont des durées de vie s'étendant sur des millions, voire des milliards d'années. Et la formation d'un système solaire prend plusieurs centaines de millions d'années. Même les objets les plus rapides mettent des dizaines de millénaires à voyager d'une étoile à une autre. En revanche, les humains n'observent le ciel avec leur télescope que depuis environ 400 ans, soit une infime fraction du temps cosmique. Et ce n'est que ces dernières décennies, voire ces dernières années, que nous avons obtenu la technologie permettant de détecter et de suivre des objets rapides et peu lumineux. Soit de telles roches sont très répandues, soit nous avons eu énormément de chance avec nos instruments, ou bien Oumuamua voulait simplement être vu. Une autre question concerne la région d'origine de pareils objets. Il est très peu probable qu'Oumuamua provienne d'un système solaire mature et stable. C'est parce que de tels systèmes n'éjectent pas assez de matière pour se répandre à travers la galaxie. Une roche peut parfois être projetée, mais elle pourra rarement aller aussi loin. Les systèmes plus jeunes, cependant, agissent différemment. Dans ces environnements chaotiques, des collisions, fusions et autres migrations se produisent tout le temps. Beaucoup de petites roches errent ainsi et sont les parfaites candidates pour l'éjection. Le système solaire qui a éjecté Oumuamua doit avoir eu une planète similaire à Jupiter. Sa taille massive et sa gravité pourraient influencer d'autres objets à travers le système, provoquant potentiellement des éjections. Mais tous les systèmes solaires ne développent pas des planètes de la taille de Jupiter. Souvent, ces planètes massives finissent par se rapprocher de leurs étoiles, devenant des versions plus chaudes de la géante gazeuse. De telles planètes, en orbite proche autour d'un soleil, sont moins susceptibles d'éjecter de la matière au loin. Des planètes semblables à Neptune pourraient également avoir joué un rôle. Bien qu'elles ne soient pas aussi massives que Jupiter, elles ont tendance à élire domicile près de la périphérie des systèmes solaires. Notre propre système possède ainsi la ceinture de Kuiper, un véritable réservoir de comètes, dans sa périphérie. Au cours des premières étapes de la formation d'un système solaire, les interactions entre des planètes comparables à Neptune et de tels débris sont courantes. Toutefois, la découverte de pareilles planètes dans d'autres systèmes s'est avérée difficile. Nos méthodes de détection des exoplanètes fonctionnent mieux avec des objets massifs, proches de leurs astres, ce qui complique la détection de leurs homologues plus éloignés. Oumuamua s'est également trouvé associé à une certaine théorie sur la façon dont la vie serait apparue dans l'univers. La panspermie. C'est une hypothèse qui suggère que la vie existe partout dans l'univers et peut être distribuée entre les planètes par divers moyens, tels que les astéroïdes, les comètes et même les vaisseaux spatiaux. Elle affirme que la vie doit être originaire d'une région donnée de l'univers, après quoi elle s'est propagée vers d'autres corps célestes. Les adeptes de cette théorie suggèrent donc que de tels objets interstellaires pourraient potentiellement transporter de minuscules microbes, ces composants fondamentaux de la vie, entre les systèmes stellaires.
si de tels objets devaient percuter une planète ou une lune. Ils pourraient transformer ces organismes et ensemencer en corps céleste. Pour l'instant, il n'existe aucune preuve soutenant l'idée que cet objet en particulier ait transporté la vie entre les systèmes solaires. Après des années de recherche, le consensus général est que Oumuamua était bien une comète. La raison pour laquelle elle se déplace de manière si étrange est qu'elle pourrait présenter de l'hydrogène gelé à sa surface, qui réagit au contact de la lumière du Soleil. Plus elle se rapprochait de notre astre, plus elle allait vite, libérant cet hydrogène et changeant également de trajectoire à travers notre système solaire. Sa couleur tend également à appuyer cette théorie. Elle est rouge, ce qui pourrait signifier qu'elle a été frappée par des rayons cosmiques pendant longtemps. Plus elle a été bombardée par ces rayons, plus elle a accumulé d'hydrogène au cours du processus. Mais comme ils ne peuvent pas en être tout à fait sûrs, les astronomes ont prévu de suivre ce visiteur. L'idée est d'envoyer une mission pour l'examiner. Il se trouve déjà bien loin de nous, mais il n'est peut-être pas encore trop tard. Nous pourrions être en mesure d'envoyer une sonde assez rapide pour rattraper la comète. Ce plan a été baptisé Projet Lyra et vise à exploiter l'orbite de la Terre et celle de Jupiter de façon à envoyer une sonde assez loin pour atteindre Oumuamua. Si cela fonctionne, ce sera l'engin spatial le plus rapide que nous ayons jamais envoyé dans l'univers. La trajectoire de la sonde spatiale impliquerait d'utiliser l'attraction de notre planète et celle de Jupiter comme un effet de fronde gravitationnelle. La sonde quitterait d'abord notre planète, puis retournerait dans l'orbite terrestre avant de partir à la rencontre de l'attraction de Jupiter. Elle serait renvoyée près de notre planète une seconde fois, où elle serait éjectée avec une force suffisante pour atteindre la comète. Le projet Lyra vise également à suivre un second visiteur lointain, dénommé Borisov. Cette comète a été découverte par un astronome amateur et porte maintenant son nom. Ce qui est fascinant à son sujet, c'est que, elle est proprement impeccable. Tout comme notre expérience avec Oumuamua, nous n'avons jamais rien observé de semblable à Borisov non plus. Les études de la lumière provenant de son enveloppe de poussière et de gaz montrent qu'elle est assez propre comparée à d'autres objets spatiaux. Après avoir été repérée pour la première fois en août 2019, les astronomes ont étudié sa trajectoire à travers notre système solaire et en ont conclu qu'elle provenait également d'une autre étoile. Mais Borisov nous a donné plus de temps pour l'étudier, car nous l'avons repéré plus tôt dans son périple à travers notre voisinage. Les chercheurs ont utilisé des télescopes avancés pour examiner la poussière émanant de Borisov. Ils ont découvert qu'elle dégageait plus de 180 kg de poussière chaque seconde. On a également constaté que Borisov contenait plus de monoxyde de carbone que les comètes de notre système solaire en général. Néanmoins, cette quantité n'est pas la même partout sur la comète. Cela nous indique que l'objet spatial a probablement commencé à se former près de son étoile d'origine avant de s'en éloigner. Peut-être à cause de planètes plus grandes dans son voisinage immédiat. La lumière de Borisov est beaucoup plus polarisée que la lumière provenant des autres comètes que nous avons observées, et son nuage est parfaitement homogène. Cela suggère que Borisov n'a jamais interagi avec une autre étoile. Des sons étranges et inhabituels sortis de nulle part se répandent dans toute notre galaxie, se répétant constamment, et nous n'avons jamais rien entendu de tel auparavant. Les scientifiques l'ont découvert en 2020 et cela ne ressemblait à aucune des autres signatures énergétiques qu'ils avaient déjà étudiées. Des signaux radio clairs et puissants se produisent de temps à autre et disparaissent mystérieusement en l'espace d'une journée. Cela ne correspond au profil d'aucun corps spatial que nous connaissions. Le signal est un peu irritant et il disparaît de façon aléatoire. Lorsque les scientifiques ont essayé de faire correspondre le signal avec les observations d'autres télescopes, il avait disparu. Les étoiles de faible masse émettent parfois des ondes radio, mais pas ici car leur équivalence s'exprime surtout en rayons X. Les étoiles effondrées très denses comme les pulsars et les magnétars ne constituent pas non plus une explication possible. La solution la plus proche qu'ils aient trouvée est une classe mystérieuse d'objets que nous connaissons sous le nom de source radio du centre galactique, GCRT. Il s'agit d'une source radio qui brille et s'illumine rapidement. Elle se désintègre près du centre de notre galaxie et pourrait nous aider à percer les mystères de l'univers. Si tu avais une voiture volante capable d'accélérer à la vitesse de 95 km/h, tu n'aurais besoin que d'1 heure pour aller dans l'espace. La Lune est un peu plus loin, 400 000 km,
soit environ 10 fois la circonférence de notre planète. Cela signifie qu'un voyage sur la Lune reviendrait à faire le tour du globe 10 fois de suite, ce qui prendrait moins de 6 mois. Un voyage vers Pluton prendrait plus de 800 ans. Proxima b est la voisine semblable à la Terre la plus proche que nous ayons. C'est un petit monde rocheux qui tourne autour de l'étoile voisine la plus proche de notre Soleil. Elle tourne autour de la zone habitable de son astre, une zone suffisamment éloignée de toute autre étoile pour que les conditions y soient modérées. Ni trop froide, ni trop chaude, et pour que l'eau liquide puisse exister, du moins hypothétiquement. Si tu essayais de te rendre sur Proxima b à une vitesse de 40 200 km/h, ce qui est la vitesse des fusées lunaires Apollo, il te faudrait plus de 112 000 ans pour y arriver, et tu ne pourras peut-être pas respirer là-bas. Personne ne sait si Proxima b possède une atmosphère. Les humains explorent l'univers en permanence, mais nous ne pouvons voir qu'environ 5% de la matière qui s'y trouve, et Albert Einstein a été le premier à réaliser que l'espace vide n'est pas vraiment vide. Tout ce que nous ne pouvons pas voir est en fait composé de matière invisible, aussi appelée matière noire, combinée à une chose appelée énergie noire. Si tu essayais de verser de l'eau dans l'espace, en dehors d'un vaisseau spatial bien sûr, elle se mettrait immédiatement à bouillir ou à s'évaporer. C'est parce qu'il n'y a pas d'air ni de pression atmosphérique dans l'espace. Lorsque la pression de l'air diminue, la température à laquelle tu dois normalement faire bouillir l'eau diminue également. Cela signifie que l'eau bout beaucoup plus vite au sommet d'une montagne qu'au niveau de la mer par exemple. Il n'y a pas de pression atmosphérique dans l'espace. L'eau pourrait donc bouillir à une température très basse. Les scientifiques pensent qu'il y a au moins 2 milliards de galaxies dans l'espace. Nous ne connaissons pas le nombre réel et nous ne le connaîtrons probablement jamais, mais ils ont essayé de le calculer par extrapolation en comptant le nombre de galaxies que nous pouvons voir dans une zone assez petite et restreinte du ciel. On pourrait croire que l'univers est parsemé d'étoiles et de quelques planètes ici et là, mais notre galaxie natale compte au moins 100 milliards de planètes. Si tu remplis un ballon d'hélium et que tu le lâches, tu remarqueras qu'il volera très haut. Il montera dans l'atmosphère, mais n'ira pas dans l'espace. Plus il monte, plus l'air de notre atmosphère se raréfie. Ton ballon s'élèvera jusqu'au point où l'atmosphère qui l'entoure a le même poids que l'hélium qu'il contient. Cela se produira à une hauteur d'environ 32 km au-dessus de la surface terrestre. C'est donc l'altitude maximum qu'un ballon à l'hélium puisse atteindre. Nous ne savons pas vraiment quelle est la taille de l'univers, nous ne pouvons pas voir ses bords et nous ne savons même pas s'il a un bord. La technologie actuelle nous permet de voir à une distance d'environ 14 milliards d'années-lumière de notre planète. Cela signifie que nous pouvons voir environ 28 milliards d'années-lumière de diamètre, en commençant par la couche la plus externe de notre atmosphère, qui se termine à environ 960 km au-dessus de la surface de notre planète. Quoi qu'il en soit, la taille de l'univers change constamment et s'agrandit avec le temps. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, si bien que la plupart des gens pensent que c'est aussi la planète la plus chaude. Pourtant, c'est Vénus qui détient ce titre. C'est la deuxième planète la plus proche de notre étoile centrale, environ 30 millions de kilomètres plus loin du Soleil que Mercure. Mais Mercure n'a pas d'atmosphère. Or, cette dernière agit comme une sorte de couverture chauffante qui aide à maintenir la chaleur provenant du Soleil. Vénus a une atmosphère étonnamment épaisse, environ 100 fois plus épaisse que celle de la Terre. Son atmosphère ne laisse pas sortir la chaleur, elle la conserve et rend Vénus de plus en plus chaude. De plus, elle est principalement composée de dioxyde de carbone, qui laisse librement entrer l'énergie solaire. Mais il est moins transparent et perd donc moins les radiations à grande longueur d'onde émises par la surface chaude. La température moyenne y est d'environ 468 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre l'étain. La température maximale sur sa voisine Mercure est de 427 degrés Celsius. Dans environ 2 milliards d'années ou plus, il fera bien trop chaud pour que la vie puisse exister sur notre précieuse planète. Au fil des centaines de millions d'années à venir, notre Soleil continuera à être de plus en plus chaud et brillant. Finalement, les températures seront si élevées que nos vastes océans seront évaporés. Comme ils produisent 70% de l'oxygène dont nous avons besoin pour survivre, il n'y aura pas de vie sans eux. Tout cela signifie que notre planète deviendra tout simplement un vaste désert, un peu comme les Mars aujourd'hui. Pluton, anciennement considéré comme une planète très éloignée et aujourd'hui requalifiée de planète naine, a un plus petit diamètre que la largeur des États-Unis. La plus grande distance du Maine à la Californie du Nord est d'environ 4700 km, alors que le diamètre de Pluton n'est que de 2371 km.
Pluton est très loin, mais le bord de notre système solaire est 1000 fois plus éloigné que cette planète naine. Et les astronomes ont trouvé de nombreux objets spatiaux en orbite autour de notre Soleil, bien plus loin que Pluton, tels que les objets de la ceinture de Kuiper et les objets transneptuniens. Il y a aussi le nuage de comète d'Oort qui se trouve à une demi-année-lumière de Pluton, également 1000 fois plus loin. Une étoile à neutrons est vraiment très lourde. Une cuillère à café remplie du matériau de cette étoile pèserait 6 milliards de tonnes. Les étoiles à neutrons sont issues d'énormes étoiles qui n'ont plus de carburant. L'étoile en déclin explose et son noyau se désagrège, mais à cause de la gravité, il forme une étoile à neutrons extrêmement dense. Ces étoiles ont généralement une masse allant jusqu'à 3 soleils, mais leur rayon est d'environ 10 km, ce qui en fait l'un des objets les plus denses de notre univers, du moins à notre connaissance. L'univers a une couleur et il s'agit d'une sorte de beige ou latte cosmique. Il a aussi sa propre odeur qui rappelle le steak grillé ou le métal chaud. Du moins, c'est ce qu'ont dit les astronautes qui ont flotté dans l'espace. Si tu veux construire une combinaison spatiale, prépare-toi à travailler très dur. Il faut 5000 heures pour en fabriquer une, et elle te coûtera $1 million. Une très bonne combinaison aura 11 couches de matériaux et pèsera environ 50 kg. Et il faut qu'elle soit confortable. Tu auras besoin de plus d'espace à l'intérieur, car tu grandis de 5 cm dans l'espace. Quand tu flottes dans l'espace, la gravité de la Terre n'a pas d'impact sur toi. C'est pourquoi les vertèbres de ta colonne vertébrale peuvent se dilater et se détendre un peu. Ce qui signifie que tu seras peut-être 3% plus grand. Pour une personne d'1,80 m, cela représente environ 5 cm supplémentaires. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas permanent. Dès que tu redescendras sur Terre, tu retrouveras ta taille normale en quelques mois. L'espace n'est pas la meilleure option si tu veux avoir une conversation avec ton ami, car là-haut, le son ne se déplace pas du tout. Les molécules y sont si éloignées les unes des autres que les vibrations sonores ne peuvent pas les atteindre. Ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas vibrer et donc que nous ne pouvons pas les entendre. Les films ont donc raison à ce sujet. Personne ne pourrait t'entendre crier dans l'espace. Nous vivons en quelque sorte à l'intérieur de notre Soleil. Le Soleil n'est pas seulement cette grosse boule de feu située à 150 millions de kilomètres de nous. Son atmosphère extérieure est bien plus grande. Elle s'étend bien au-delà de la surface que nous pouvons voir. L'orbite de notre planète traverse son atmosphère ténue. Les rafales de vent solaire qui créent les aurores australes et boréales en sont d'ailleurs la preuve. Cela signifie que d'une certaine manière, nous vivons à l'intérieur du Soleil. Et pas seulement nous, mais d'autres planètes aussi, y compris la lointaine Neptune. L'héliosphère, qui est ce que nous appelons l'atmosphère solaire externe, s'étend sur environ 16 milliards de kilomètres. Sommes-nous seuls dans notre galaxie ? Tiens, on entend les grillons. Oui, nous sommes plutôt isolés par ici. Mais d'autres civilisations se cachent-elles quelque part dans les profondeurs de la Voie lactée ? Pourrait-elle être mal intentionnée et représenter une menace pour nous ? Comme si nous n'avions pas déjà suffisamment de problèmes. Bien, amusons-nous un peu avec cette idée. Des théoriciens ont étudié l'histoire humaine et certains de nos comportements passés les uns envers les autres. Et tout cela n'est pas très rose, bien sûr. Puis, ils ont supposé que nos voisins galactiques étaient tout aussi paisibles que nous. Et ils ont calculé la probabilité qu'on nous envahisse un jour depuis une autre nébuleuse à partir de ces données. Ils ont déterminé que 4 civilisations pourraient nous vouloir du mal. Elles pourraient par exemple chercher à dominer la galaxie. Ou simplement être désireuses de faire une joyeuse partie de domino. Il se pourrait qu'elles soient très avancées sur le plan technologique ou qu'elles viennent tout juste d'inventer de diaboliques consoles de jeux. Pour comprendre dans quelle mesure ces cultures pourraient être développées et à quoi nous devrions nous attendre, il existe un moyen de définir leur niveau de menace. Grâce à une méthode appelée l'échelle de Kardashev, on peut analyser le niveau de développement de nos hypothétiques voisins. Avec 3 niveaux différents, elle examine la quantité d'énergie qu'une civilisation pourrait tirer de son étoile, ce qui nous donnerait une idée de son degré d'avancement. Mais cela ne peut inclure que celles qui maîtrisent la communication interstellaire. Toutes celles qui sont encore à se servir de pigeons voyageurs de l'espace sont donc bien sûr exclues. Le modèle de civilisation numéro 1 a appris à exploiter l'énergie du Soleil, mais seulement celle que ses habitants reçoivent sur leur propre planète. On peut penser aux panneaux solaires par exemple. Le modèle 2 est capable d'utiliser cette énergie de manière directe, à l'aide, mettons, d'une sphère de Dyson. Cette dernière permet d'exploiter toute l'énergie disponible car elle est construite intégralement autour de l'étoile. Enfin, dans le modèle numéro 3, la civilisation sait utiliser tout ce que la galaxie peut lui fournir. Elle exploite non seulement l'énergie des étoiles, mais aussi celle des trous noirs, y compris le trou noir supermassif qui se trouve au centre de la Voie lactée.
Ces différents niveaux sont importants pour évaluer dans quelle mesure ces civilisations pourraient être avancées. On estime que la Voie lactée a environ 13,6 milliards d'années. Les humains modernes n'existent que depuis 200 000 ans. Et nous n'en sommes encore qu'au modèle numéro 1. Il est effrayant d'imaginer tout le temps que nos voisins ont pu avoir pour se développer. Nous serions un peu des retardataires en comparaison. Si la Terre a tant de retard, c'est qu'elle est située à la périphérie de la galaxie. Les mathématiciens supposent que les systèmes stellaires plus proches du centre ont eu plus de temps pour progresser. En gardant cela à l'esprit, peut-on savoir si d'autres êtres intelligents sont présents et répandus dans la galaxie? En pensant tout ce à quoi la Terre a survécu, c'est un miracle que nous ayons une planète comme la nôtre. Et tout cela nous paraît unique, mais l'est-ce vraiment? Il y a 100 000 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et il y a jusqu'à 200 milliards de planètes, dont environ 300 000 exoplanètes capables d'habiter le type de vie que nous connaissons. Parmi ces planètes habitables, est-il possible de savoir lesquelles pourraient abriter des êtres désireux de nous envoyer un email? On ne va pas s'amuser à compter les individus, bien sûr. L'équation de Drake peut nous donner une estimation approximative si nous calculons la moyenne de quelques facteurs clés. Elle commence par déterminer combien de planètes abritant la vie seraient suffisamment intelligentes pour communiquer. Les chiffres sont énormes, si l'on considère le nombre d'étoiles et de planètes qui les entourent. Et à partir de là, nous réduisons encore ce nombre en ne considérant que celles qui se trouvent dans la zone habitable de leur système solaire. On appelle cette zone la zone boucle d'or, car elle n'est ni trop éloignée de l'étoile, ni trop proche d'elle. Elle se trouve juste où il faut. Nous réduisons ensuite encore plus les chiffres en calculant lesquelles de ces planètes habitables sont théoriquement capables d'accueillir la vie. Et à partir de tout cela, l'équation nous donne une estimation du nombre d'êtres suffisamment intelligents pour communiquer. Les paramètres sont compliqués et l'équation n'est pas facile à expliquer. Mais d'après ces calculs, il pourrait y avoir jusqu'à 100 millions de planètes abritant des civilisations intelligentes. Mais tout comme chez nous, il est très probable que ces civilisations connaissent de grandes difficultés. Il faut ajouter le facteur événement catastrophique à l'équation, les impacts d'astéroïdes, les éruptions solaires, les supervolcans et les supernovas. Et puis il y a aussi l'éventualité de l'autodestruction par la technologie, la domination de l'intelligence artificielle et les nanotechnologies, ou encore les désastres écologiques, l'épuisement des ressources naturelles, ou la stupidité tout simplement. Si nous mettons tous ces éléments dans l'équation, il nous reste environ 15 000 civilisations. Mais que pourraient bien-elles vouloir aux humains? Nous avons une abondance de matériaux qui pourraient leur être très utiles. Prêts à être récoltés, faciles à obtenir. En plus de la grande quantité d'eau qu'elles pourraient aspirer, l'hydrogène étant un élément indispensable au combustible des fusées. Pourtant, ces choses ne sont pas vraiment rares dans la galaxie. Et elles pourraient être obtenues plus facilement dans d'autres systèmes solaires ou sur des astéroïdes moins éloignés. Notre technologie, toutefois, pourrait les intriguer. Toute la palette des innovations réalisées d'un continent à l'autre nous a ouvert des voies technologiques extrêmement variées et prometteuses. Il est possible que ces autres civilisations aient suivi des chemins complètement différents et n'aient pas fait autant de découvertes aussi capitales. Pense au karaoké, par exemple. Même chose en ce qui concerne les sciences appliquées, et leurs sciences en seraient grandement affectées. Du coup, la nôtre leur apporterait de précieuses solutions. Ensuite, il y a cette chose parmi les plus rares dans la galaxie, le fait que la Terre puisse accueillir la vie. Un voyageur intergalactique y verrait une aubaine. Il n'y aurait pas à adapter la planète afin de la rendre hospitalière. Alors pourquoi ne pas simplement la prendre? Ce confortable avant-poste ferait une charmante petite destination de vacances ou prendre du repos entre deux conquêtes. Heureusement, il est peu probable qu'ils aient envie de nous manger, ou qu'ils aient d'appétit pour quoi que ce soit sur Terre. Il leur faudrait posséder un système biochimique similaire pour cela, avec des enzymes capables de traiter les molécules qui nous composent. Ouf! Mais il reste très probable qu'ils souhaitent éliminer toute concurrence. La plus grande menace pour eux, c'est tout ce qui pourrait constituer un défi à leur domination. Mais n'aie pas trop peur. Tout cela n'est fondé que sur le comportement humain. Il est très possible que ces êtres ne ressentent pas nos émotions les plus communes. Par exemple, leur capacité à se mettre en colère pourrait être limitée. Ils pourraient même très bien avoir évolué sans elle. Ils pourraient venir d'un monde très différent du nôtre. Plus paisible,
et ce serait le terrien, alors le méchant de l'histoire. Mais il pourrait également manquer d'empathie et des autres traits positifs qui nous caractérisent. Espérons qu'il n'ait que nos traits positifs. Par chance, il est impossible de ne pas prendre en compte le facteur distance. La galaxie est immense et il faut beaucoup de temps pour aller d'un endroit à un autre, même jusqu'au plus proche système solaire voisin. L'objet le plus rapide que nous avons envoyé dans l'espace est la sonde Galileo, qui voyage jusqu'à 170 000 km/h. Même à cette vitesse, il nous faudrait 72 000 ans pour atteindre le système stellaire le plus proche, Alpha Centauri. Avec une sonde guidée par laser pouvant atteindre 1/5 de la vitesse de la lumière, il faudrait une vingtaine d'années pour faire le voyage. La Voie lactée fait plus de 105 700 années-lumière de diamètre. Si une civilisation était capable de voyager à la vitesse de la lumière, il lui faudrait des centaines de milliers d'années pour aller d'un bout à l'autre. Avec toute la distance qui sépare ce petit nombre de civilisations calculées, la seule possibilité de contact serait le développement très avancé de technologies de transport interstellaire. Mais pour effectuer un voyage aussi long, plus la masse à accélérer est importante, plus il faut d'énergie. Il est donc peu probable que des objets très grands soient envoyés. Ils pourraient cependant voyager jusqu'ici très rapidement dans une petite navette capable de transgresser les lois de la vitesse cosmique. Et peut-être sont-ils déjà ici, à nous observer ou à regarder Netflix. Mais selon les calculs des scientifiques, seules 2 des 15 civilisations mentionnées seraient capables d'atteindre un niveau de développement supérieur et suffisant. Cela signifie qu'il y a 0,01% de chances que des civilisations mal intentionnées nous rendent visite bientôt. S'ils savent que nous existons, et s'ils veulent entrer en contact avec nous, il leur faudra probablement des milliers, voire des millions d'années pour y arriver. Nous pouvons donc nous détendre encore un moment, par exemple en regardant Sympa. Tu es en train de voler à travers l'espace dans un vaisseau dont la taille équivaut à 3 fois celle de Central Park à New York. Il y a beaucoup d'agitation. Non, il ne s'agit pas d'un alien qui envahit le vaisseau. C'est un jour très important. Nous sommes le 22 janvier 2700. Tu viens de naître hors de l'atmosphère de la Terre. Joyeux anniversaire! Une équipe médicale s'occupe de tout. Des gadgets futuristes t'aident dans tous les domaines. Et la vue depuis le vaisseau géant en verre de forme sphérique plonge sur l'incroyable immensité de l'espace. Tu ne peux même plus voir la Terre, le vaisseau spatial vole vers une nouvelle destination à des millions de kilomètres. Le temps de trajet pour atteindre cette nouvelle planète d'accueil est de plusieurs décennies. Avançons un peu. Tu as maintenant 25 ans et ce vaisseau spatial est le seul foyer que tu aies connu, jusqu'à présent. Tu as appris à connaître le moindre recoin du vaisseau. Tu commences ta journée dans ton dortoir qui dispose de tous les éléments essentiels. Une petite salle de bain compacte, une mini-cuisine, un lit superposé et une vue magnifique sur les étoiles et les planètes à l'extérieur du verre renforcé du vaisseau. Et tu n'as jamais à t'inquiéter des radiations cosmiques. Le vaisseau est équipé d'un bouclier magnétique perpétuel qui reflète ces radiations afin qu'elles ne s'infiltrent pas à l'intérieur. Sinon, il y aurait de gros problèmes. Le vaisseau a été conçu pour avoir une gravité artificielle. Les astronautes perdent normalement 1 à 2% de leur densité osseuse chaque mois qu'ils passent dans l'apesanteur de l'espace, puisqu'ils ne font que flotter en permanence. Mais maintenant, ou plutôt dans le futur, durant les voyages au sein de l'espace intersidéral, nous sommes capables de résoudre ce problème. Tu sors de ton dortoir et tu vois une foule de tes collègues, membres d'équipage, qui se rendent au travail. Ils glissent tous sur leur mini hoverboard dernier cri et chacun porte une combinaison futuriste de couleurs différentes. La tienne est bleue, tu sautes sur ta planche et rejoins l'équipe bleue. Tu arrives dans le passage souterrain du transport spatial et tu commences ton travail. En tant qu'ingénieur de bord, ta mission est très importante, entretenir le vaisseau et le faire fonctionner. Mais quelque chose ne va pas aujourd'hui. Des chiffres clignotent partout sur les panneaux et cette lumière rouge anxiogène n'arrête pas de clignoter. Tu alertes tes collègues, mais ils ne savent pas non plus ce qui se passe. Vite, tu continues à vérifier les journaux de bord et toutes les équations compliquées, mais rien ne correspond. La panique commence à se répandre dans tout le vaisseau. Les poils de tes bras se hérissent. Tu essaies de cliquer sur autant de boutons et d'interrupteurs que tu peux. Le bourdonnement devient de plus en plus fort, la lumière clignote de plus en plus vite, certains de tes collègues s'enfuient. Et tu te retrouves tout seul dans la pièce rouge. Soudain, ton superviseur arrive enfin en courant pour t'aider. Après un moment, tous les deux, vous arrivez enfin à comprendre. Ouf, c'était -1. Tu as encore beaucoup à apprendre sur la gestion du vaisseau.
Depuis tes premières années, tu as été affecté au poste d'ingénieur. Tu étais doué pour la physique, la chimie, les mathématiques. C'est juste une autre journée au bureau. Mais sur ce vaisseau, tu deviendras peut-être capitaine un jour. Après le travail, tu reçois un appel de tes amis qui veulent se détendre. Et quand on dit appel, on parle d'un appareil sophistiqué qui permet de communiquer avec n'importe qui tout en voyant toutes ces données à travers une projection holographique. Tu peux aussi l'utiliser pour écouter de vieux airs de la Terre. La pop est maintenant devenue de la musique classique et les films sont désormais des projections 3D de ta propre imagination. Tu sors du passage souterrain et tu montes sur la place interstellaire. C'est là que tout le monde se retrouve pendant le temps libre. Il y a des cafés, des restaurants, un salon de coiffure et même un marchand de glace. Tu n'es jamais allé traîner ailleurs. Le vaisseau spatial ressemble à une petite ville qui possède toutes ces choses dont la société a besoin. Cela inclut une biosphère pleine d'animaux et de plantes provenant de différents écosystèmes de la Terre. Des mini-forêts tropicales, des mini-déserts, des mini-montagnes, tout ce que l'on peut imaginer. Les biologistes à bord s'assurent de garder tout cela en équilibre pour que tu te sentes comme à la maison, même si tu n'as jamais mis les pieds sur Terre. Tu entres dans la savane et tu vois quelques gazelles galoper. Des gnous semblent paître et une petite meute de lions est à l'affût. Dans la jungle, tu sens l'humidité des feuilles et tu es entouré d'épais arbustes. Quelques gorilles jouent et tu aperçois de petites grenouilles arboricoles ça et là. Et tapis dans les arbres, descendant pour boire une gorgée d'eau, c'est un jaguar. Tu passes ensuite dans le désert où tu croises des chameaux errants, un petit serpent à sonnette qui se faufile pour échapper à la chaleur et des scorpions qui rampent dans le sable. Tu as appris beaucoup de choses sur la biologie ces 25 dernières années. Tu sais tout sur la Terre, mais tu n'y es jamais allé. C'est bizarre. Après la visite des habitats naturels, tu entends une annonce au haut-parleur, c'est le capitaine. La nouvelle planète est à quelques heures d'ici. Nous arriverons plus tôt que prévu. Préparez-vous à l'atterrissage. À bord du vaisseau, tout le monde se précipite vers son dortoir, sauf les membres d'équipage nécessaires pour faire fonctionner le vaisseau. Tu t'attaches dans ton lit superposé qui se transforme en siège avec des ceintures de sécurité. Tu regardes par ton hublot et tu vois un point bleu au loin. Il devient de plus en plus gros. Et il ressemble beaucoup à la Terre, du moins de loin. Cela n'a pas pris tant de temps que cela, seulement 25 ans. Tu te demandes ce qui se passe sous le capot de ce vaisseau spatial. Tu revois ta vie dans l'espace en sachant que cette première partie touche à sa fin. C'est un peu comme vivre au pôle Sud. Tout en bas du monde vit une petite communauté de scientifiques qui travaillent entre l'hiver et l'été, faisant toutes sortes de recherches, du climat et de la géologie à la météorologie et l'astronomie. Leur vie doit être similaire à celle que tu mènes ici dans l'espace. Ils ont leur propre bunker, leur laboratoire scientifique et même des salles de loisirs pour le sport et la musique. La nature sur la planète dont tu t'approches ne ressemble en rien à celle de la Terre. Des arbres tropicaux s'élèvent plus haut que les plus hauts gratte-ciel. Les océans sont secoués par des ouragans qui durent des années. Le pilote annonce l'atterrissage. Tout va bien, il est temps de se mettre au travail. Tu te détaches et sors pour voir la nouvelle planète par toi-même. Marcher sur la terre ferme donne l'impression, d'arriver sur une nouvelle planète. L'humidité est palpable et le vent est chaud. Le vaisseau a atterri dans la zone tropicale de la planète, qui est, selon vos études, le meilleur endroit pour bâtir une toute nouvelle colonie. Cela ne va pas être facile. Les humains bâtissent généralement de nouvelles colonies à côté des lacs et des rivières. Pense aux Mésopotamiens, aux Égyptiens, aux Aztèques. La liste est longue. Ils ont commencé par de petites colonies jusqu'à ce qu'ils deviennent des méga-civilisations à part entière. En commerçant et en explorant, ils ont pu faire progresser leur technologie, apprendre de nouvelles langues et découvrir des recettes de cuisine géniales. Tu mangerais bien des pâtes et des sushis en ce moment. Selon les scientifiques, naître dans l'espace pourrait modifier l'apparence des humains. La tête des nouveaux humains pourrait être plus grosse d'ici des milliers de générations. Qui sait? Il n'y a aucun moyen de le simuler sur Terre. Nous pourrions même avoir de nouvelles couleurs de peau, puisque nous aurions besoin de plus de mélanine, cette substance pigmentaire qui nous protège des rayons du soleil. En étant plus près du soleil, ou de toute masse de gaz brûlant, nous produirions plus de mélanine ou des types différents de mélanine afin de nous protéger. Nous pourrions devenir brun foncé, violet, gris ou même vert. Il faudra attendre quelques millions d'années pour le découvrir. Et sans gravité, les humains devraient s'habituer à avoir une densité osseuse plus faible, un peu comme les oiseaux. Cela signifie que nous serions probablement plus faibles que nos anciens ancêtres de la Terre, et que nous aurions des comportements physiques un peu étranges. La gravité est essentielle pour notre équilibre.
et la mobilité est l'un des facteurs clés de la survie humaine. Donc sans gravité, nous aurions probablement des exosquelettes pour marcher et courir, ou même pour sortir les poubelles. Bon, rien de tel ne va se produire avant très longtemps. On est encore en train de réfléchir à la façon d'amener quelqu'un dans ce monde, ou hors de ce monde. Techniquement parlant, l'espace extra-atmosphérique est considéré comme étant à 100 km au-dessus du niveau de la mer de n'importe quel continent du monde. Au-delà, les possibilités sont infinies. 1994, il faisait sombre, de sorte que personne n'a remarqué les deux silhouettes ouvrant les sorties de secours d'un complexe de dômes en verre situé en Arizona et connu sous le nom de Biosphère 2. Elles étaient déterminées à libérer 7 personnes enfermées à l'intérieur depuis 1 mois, risquant leur vie au nom de la science. La mission a été un succès, mais on les a accusés de violation de propriété et de vandalisme. Les vandales étaient Abigail Alling et Mark Van Tillo. Ils faisaient partie des 8 premiers malheureux à vivre dans cet endroit comme des cobayes. Et ils ne voulaient pas que d'autres subissent les mêmes horreurs qu'ils avaient vécues. 150 millions de dollars ont été dépensés pour déterminer si les humains pouvaient y créer des conditions de vie convenables sur d'autres planètes, comme Mars. Pour ce faire, les scientifiques ont construit un mini-monde avec plus de 3000 espèces de plantes et d'animaux. La Biosphère 2 était un habitat de 12 000 mètres carrés, complètement isolé, doté de sa propre mini-forêt tropicale, d'une plage privative avec un récif de corail, d'une petite savane, d'un marais, et même d'un bout de désert. Entre 1991 et 1993, rien n'a pu entrer ou sortir de cet endroit. Le groupe de 8 personnes enfermées à l'intérieur se nommait les Biosphériens et portaient des combinaisons assorties à la manière de Star Trek, cultivant leur propre nourriture et respirant leur propre air. Tout a débuté avec de grands espoirs et un petit déjeuner digne d'un hôtel 5 étoiles. Mais les choses ont pris un tournant plus sombre au fil des mois. Toute l'équipe mourait de faim et virait à l'orange. Dans la Biosphère 1, qui est notre bonne vieille Terre, vous pouvez commander une pizza en 2 minutes. Mais à l'intérieur de la Biosphère 2, il leur aura fallu 4 mois interminables pour préparer une margherita. Ils ont dû récolter du blé pour la pâte et traire des chèvres pour le fromage. L'objectif était d'être complètement autosuffisants, et ils sont devenus une partie intégrante de leur atmosphère, littéralement. Lorsqu'ils expiraient, leur dioxyde de carbone nourrissait les patates douces qu'ils cultivaient. Et ces patates douces devenaient en retour une partie d'eux-mêmes, puisqu'ils mangeaient essentiellement le même carbone encore et encore. Ils se sont tant repus de patates douces que leur peau est réellement devenue orange à cause de tout cet excédent de bêta-carotène. Ce qui semblait être une situation amusante sur le moment a mis en évidence un gros problème. Les rendements agricoles dans la Biosphère 2 étaient extrêmement décevants, et l'équipe mourait de faim. La faim les rendait fous, et des accès de colère subite les ont conduits à faire des choses regrettables, comme voler des bananes dans la réserve du sous-sol. Au bout d'un moment, il a fallu verrouiller le congélateur. Au cours des 6 premiers mois, chacun d'eux a perdu entre 8 et 26 kilos. Chaque jour, quelqu'un se chargeait de peser les aliments frais pour le cuisinier, consignant toute information sur les nutriments dans l'ordinateur pour s'assurer que l'équipage atteignait ses apports recommandés en calories, protéines et matières grasses. Au début, les repas étaient servis sous forme de buffet, mais à mesure que les vivres commençaient à manquer, les cuisiniers ont commencé à diviser méticuleusement leur nourriture en portions égales. Leur régime, principalement des patates douces, des carottes, des fruits et occasionnellement de la viande le dimanche, était censé leur permettre de tenir pendant ces épuisantes semaines de 80 heures, faites de travail manuel épuisant. Les biosphériens quittaient chaque repas encore affamés et faisaient des rêves récurrents de Big Mac, de sushis, de barres chocolatées et autres gâteaux. L'air commençait à manquer. L'endroit était entièrement scellé, avec un dôme de verre et d'acier par en haut, et un sol fait du même métal par en bas. Les responsables veillaient à contrôler tout ce qui y entrait, afin d'éviter que des matériaux synthétiques émettent des gaz nocifs. Les zones de confort étaient meublées de bois et de laine, et on ne pouvait pas y utiliser de déodorant chimique ou y souffler de bougies d'anniversaire. Les biosphériens comptaient sur la nourriture qu'ils cultivaient et sur leur mini-forêt tropicale pour produire l'oxygène nécessaire à leur survie. Cependant, ils perdaient très rapidement de l'oxygène, asphyxiés par leurs propres émissions de dioxyde de carbone. Et le pire, c'est qu'ils n'avaient aucune idée de pourquoi. Avec encore 9 mois d'expérience à subir, le niveau d'oxygène avait déjà chuté de 21 à environ 15%, ce qui donnait l'impression de vivre au sommet du mont Fuji. Ils se sentaient terriblement mal et se traînaient péniblement à travers la biosphère. Ils ne pouvaient même pas terminer une phrase sans s'arrêter pour reprendre leur souffle.
Puis l'apnée du sommeil a commencé à apparaître, certains se réveillant à bout de souffle. Pour réduire les niveaux de CO2 à l'intérieur de la biosphère 2, ils ont bien tenté quelques manœuvres désespérées, comme faire pousser des plantes à un rythme fou, réduire autant que possible l'arrosage du sol, et même renoncer à labourer leur culture. Rien n'a fonctionné. Tout le monde a donc convenu qu'ils n'étaient pas très loin de toucher le fond, et ils ont donc résolu de demander de l'aide. Des camions réfrigérés sont arrivés pour pomper de l'oxygène pur dans Biosphère 2. Dès que le gaz a commencé à se répandre, ils se sont mis à rire aux éclats et à courir partout comme des cabris. L'écosystème était un véritable désastre. Les colibris et les abeilles ont disparu après quelques mois, de sorte que les plantes n'étaient plus pollinisées. Les vers et les acariens ont attaqué les cultures, et les cafards ont tout envahi. 4 espèces de cafards savailles ont été introduites pour recycler la matière organique, mais les cafards domestiques ordinaires étaient les survivants ultimes. Ils sont parvenus à s'infiltrer et à se multiplier, présentant une menace sérieuse pour les cultures. La nuit, la cuisine était envahie de cafards dès que les lumières s'éteignaient. Pour combattre cette infestation, le groupe a graissé des tasses de café avec du lubrifiant et y a mis des morceaux de papaye pour servir d'appât. Les cafards grimpaient à l'intérieur, mais ne pouvaient plus en escalader les bords glissants pour s'échapper. Avoir faim, manquer d'oxygène, faire face à des infestations d'insectes, cela suffirait à rendre fou n'importe qui. De violentes disputes ont conduit les gens à se jeter des tasses à la figure et à se cracher dessus. Finalement, le groupe s'est simplement scindé en deux. Ils ont arrêté de se parler et pouvaient se croiser dans les couloirs sans même s'adresser un regard. La moitié d'entre eux voulaient plus de nourriture et d'oxygène pour poursuivre l'expérience avec dignité, tandis que l'autre moitié croyait en leur chance de survie sans aide extérieure, et ce quoi qu'il en coûte. En vérité, la chambre scellée avait été violée bien avant tout cela. Juste 2 semaines après leur entrée, une biosphérienne du nom de Jane Pointer s'était coupé le bout du doigt dans un accident de cuisine en préparant du riz. Le médecin de la mission a essayé de le recoudre, mais cela n'a pas fonctionné et son doigt a noirci en quelques jours. Elle s'est rendue à un hôpital extérieur pour y être opérée, et quelques heures plus tard, elle est retournée à l'intérieur avec un sac de sport rempli de fournitures comme des pièces d'informatique et des pellicules couleur. Les journalistes n'ont découvert cette livraison furtive que bien des mois plus tard. Et en raison de cela, nombre de gens ont remis en question la crédibilité de toute l'expérimentation. Les médias ont traité l'expérience comme une émission de télé-réalité, la qualifiant de divertissement écologique à la mode. Les gros titres de partout dans le monde donnaient l'impression que l'équipe était sur le point d'y laisser la vie. Au point que leurs familles s'inquiétaient et appelaient sans cesse les biosphériens pour s'assurer qu'ils allaient bien. Le groupe avait l'impression d'être dans un zoo humain, avec des touristes venant de loin pour les regarder au travers de leur cage de verre. Rien que dans les premiers 6 mois, plus de 150 000 personnes ont visité l'endroit. La Biosphère 2 a fini par devenir un gag dans la culture populaire, inspirant une comédie appelée Biodome et des décennies de sketchs amusants. Vous vous demandez peut-être pourquoi aucun d'eux n'a abandonné l'expérience et n'est sorti par la grande porte. Eh bien, aucun des environnementalistes ne voulait être le premier à admettre que c'était au-dessus de ses forces. De plus, ils gardaient encore tous l'espoir de pouvoir relever le défi de la construction d'une seconde Terre. En bout de compte, ils sont parvenus à découvrir où étaient repassées les 7 tonnes d'oxygène manquant. Il avait été absorbé par le béton. Même si être essoufflé tout le temps peut sembler avoir été le plus grand défi qu'ils s'aient dû relever, les biosphériens ont déclaré que l'apprentissage du contact humain dans un environnement clos était encore plus difficile. Il semble que l'expérience ait été un énorme fiasco, mais le groupe a acquis beaucoup de précieuses leçons. Ils ont prouvé qu'un écosystème scellé pouvait fonctionner pendant des années. Ils ont contribué à des études sur la restauration des récifs coralliens. Et leur ferme a montré qu'un rendement élevé et un recyclage complet des nutriments pouvaient être atteints sans l'aide de produits chimiques. Au cas où vous vous le demanderiez, ça n'a pas été la fin du complexe de verre. La seconde mission à l'intérieur de la Biosphère 2 a eu lieu en mars 1994. Maintenant, vous pouvez retourner au début de la vidéo pour comprendre comment ça a pu se passer pour eux